Salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui une vidéo pour faire le bilan de ce mois de mars 2024 qui vient de se terminer. Qu'est-ce qui s'est passé de mon côté? Il s'est passé pas mal de choses. En bourse, j'ai acheté des ETF. J'ai acheté une nouvelle action dans mon PEA et j'ai également acheté une action dans mon compte titre. Je vais vous partager tout ça. On va voir effectivement aussi quelle a été la performance que j'ai faite en bourse sur ce mois de mars 2024. D'un point de vue budget, vous le savez, je me fixe des objectifs. On va voir si j'ai bien checké mes objectifs ce mois-ci de dépenses budgétaires. Et en fin de vidéo, on ira également voir la performance de mon bien immobilier que j'ai mis en location courte durée depuis le début de l'année. Donc je vous donne rendez-vous sur mes écrans, on y va tout de suite, c'est parti, vamos! Allez, on commence avec mon investissement en bourse. Mon investissement en bourse, on va se rendre sur mon fichier Google Sheet. Les fidèles de la chaîne le connaissent. Je vais réduire ma caméra. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que ce fichier que vous avez à l'écran est complètement téléchargeable gratuitement. Je vous ai fait une vidéo tutoriel où vous pouvez le télécharger et où je vous explique comment le remplir, comment insérer vos propres data et comment vous allez pouvoir suivre votre investissement en bourse. Je vous mets un lien juste au-dessus là. Donc la performance de ce mois de mars 2024, on va se rendre dans l'onglet historique PEA et on voit qu'au mois de mars 2024, j'ai fait une performance sur mon PEA de 1,57%. Donc une performance positive qui représente un gain d'intemps de 261,66 €. Donc c'est cool. On enchaîne les mois verts. Ce début d'année 2024 est très haussier. On le voit, hein, les marchés font que monter, ça monte presque tout seul. Donc en ce moment, c'est très agréable et très cool d'être exposé à la bourse. Il faut en profiter. Et donc du coup, voilà, c'est encore un mois positif, c'est super cool. Si on se compare à nos indices de référence, moi j'ai pris le SP500, le CAC 40 et le World. Encore une fois, l'idée, c'est à terme de voir si ma stratégie que je mets en place en bourse est plus efficace ou pas que les marchés. Si elle ne l'est pas, autant être exposé à travers uniquement des ETF, plutôt que de faire un mix comme je fais d'ETF et de stop picking avec des actions. Donc du coup, on voit que le SP500 a fait 3,10%, que le CAC 3,51% et le World 3,83%. Donc on voit qu'ils ont été très haussiers, qu'ils ont très bien performé. On voit que je sous-perf. Si on prend vraiment le chiffre d'un point de vue brut par rapport à ces indices-là, je pense qu'il faut prendre un peu du recul et analyser ce chiffre-là avec des pincettes parce qu'en fait, à travers mon portefeuille PEA, j'ai des ETF et j'ai des actions. Mais dans ma poche ETF, j'ai un ETF SP500. Donc en fait, il faudrait presque que je compare uniquement la performance de cet ETF-là avec le SP500. Comparer mes actions qui sont que des actions françaises éligibles au CAC 40 n'a pas de sens. Dans une comparaison directe avec le SP500, si ce n'est juste peut-être se dire, bah oui, effectivement, les marchés américains sont peut-être plus performants que les marchés européens, donc autant aller mettre son investissement sur des marchés européens. Mais encore une fois, attention quand vous faites vos comparaisons. Et pour ma part, il faudrait presque, comme je le disais, découper chaque poche dans mon portefeuille PEA pour le comparer. Ça ferait beaucoup plus de sens, par contre, de prendre juste ma poche actions, qui sont des actions françaises, et de mesurer la performance de ma poche action mois après mois et de la comparer avec le CAC 40. Là, pour le coup, ça serait logique. Bon, voilà. Toujours est-il que moi, j'aime bien me comparer à des indices de référence. Encore une fois, comme je le disais, l'idée, ça va être au fur et à mesure du temps et de mon investissement en bourse, de pouvoir justement m'ajuster et peut-être de me dire que dans mon portefeuille PEA, si j'arrive pas à battre le marché, parce que c'est un peu l'objectif quand on prend des actions, en tout cas, c'est le mien. Hein. Je suis au début de mon investissement en bourse et je trouve que pour le moment, je veux faire croître mon portefeuille. Et donc, l'objectif, si je prends des actions, c'est de surperformer les marchés. Et si je me rends compte que j'y arrive pas, peut-être pondérer plus mon portefeuille PEA vers des ETF que vers du stock picking. Et de cette manière-là, l'ajuster et faire des arbitrages pour avoir un bon mix qui me permette d'être au plus proche de la performance du marché et pourquoi pas de la surperformer. Mais encore une fois, si je la surperforme pas, autant être investi full ETF et autant investir plus dans des ETF sur mon PEA que sur des actions. Ensuite, sur mon PEA, comme j'ai dit en intro, j'ai fait des achats. J'ai acheté des ETF et j'ai ajouté une nouvelle action à mon portefeuille. On va commencer par les ETF, où cette année, j'ai vraiment envie d'être vraiment archi régulier sur le DCA. C'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Je ne l'étais pas assez régulier par le passé. Et j'aime bien l'idée que dit Victor Ferry. C'est de voir un peu l'investissement à travers des ETF comme un livret d'épargne. Et du coup, j'aime vraiment bien cette idée parce que c'est vrai qu'il faut être exposé aux ETF, il ne faut pas se poser de questions, il faut être exposé au marché pour répliquer la performance du marché. On sait que les marchés sont très hauts, sont plus hauts, mais autant c'est légitime de se poser la question quand on veut investir sur une action. Mais sur des ETF, non, beaucoup moins. C'est la performance du marché qu'on veut faire, on veut égaler la performance du marché, donc
pour être au plus proche de cette performance-là, il faut investir de manière régulière. Et une fois par mois, je trouve que c'est le bon deal. Par contre, je me suis fait un petit peu, comment dire, je me suis fait un petit peu bâche. J'ai rencontré un obstacle, c'est que sur Bourse Direct, le montant minimum pour faire des achats en ETF, c'était 80 euros. Je ne peux pas faire des achats d'ETF de moins de 80 euros. Et je vous avais partagé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, je vous la mets juste au-dessus, où je vous avais partagé un petit peu ma stratégie que j'allais faire, ma stratégie d'investissement sur mes ETF, parce que j'avais vendu 2 ETF small cap et j'avais récupéré 1700 euros. Et je vous avais dit, voilà, j'ai réfléchi à comment étaler mon investissement, enfin mon DCA. Et en fait, j'avais fait une simulation où je fais mon DCA tous les mois, et en fait, sur le l'ETF SP500, c'était 91, mais on voit que sur les ETF émergents et européens, j'étais à moins de 80 euros. Donc en fait, je ne peux pas faire chaque mois sur Bourse Direct un achat pour 16 euros d'émergents et 33 euros d'européens. Donc du coup, vu que c'est 80 euros minimum, et donc du coup, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu calmé quand j'ai commencé à passer mes ordres. Je me suis tapé des refus, je n'avais pas compris. Et effectivement, il faut un achat minimum de 80 euros. Donc ça m'a un peu bloqué. Donc du coup, il faut que je repense à cette stratégie-là. Il faut que finalement que je me réadapte en mettant les montants minimum. Mais en tout cas, ça m'a pas bloqué pour faire mon DCA et je ne veux pas me bloquer à cause de ça. Donc comme je disais, j'ai vraiment fait mon DCA sur mes ETF et j'ai ajouté ce mois-ci uniquement de l'américain et de l'européen. Et l'idée, toujours pour répondre à cet objectif cible que j'ai avec mes ETF, je vais être exposé de 50% aux États-Unis et à part égale 25% entre l'Europe et l'émergent. Voilà, c'est ma stratégie de géographie, on va dire exposition géographique mondiale. Je l'ai définie comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne bougera pas dans le temps, mais on voit que le réel par rapport à l'objectif, que j'ai trop d'émergents. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, allez, j'achète de l'européen et du SP500 pour réduire un petit peu l'écart et tendre vers cet objectif cible. Ensuite, j'ai ajouté une nouvelle valeur dans mon PEA. On va voir tout de suite quelle est l'action qui a été ajoutée dans mon PEA. C'est Katana Group. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître. Et du coup, je ressors avec une ex. C'est déjà une valeur que j'avais dans mon portefeuille par le passé, sur lequel j'avais fait une jolie performance. Et donc du coup, j'ai des très bons souvenirs. Bon, c'est pas uniquement la raison pour laquelle je me suis réinvesti à Katana Group. Il y a plusieurs raisons. Je vais vous en montrer certaines d'ailleurs. Déjà, elle a des très beaux ratios financiers. Une petite astuce d'ailleurs, si vous voulez aller par exemple sur un site comme Guru Focus, vous mettez en navigation privée, vous avez 5 recherches par jour. Donc c'est cadeau. Et donc du coup, j'ai été sur Guru Focus en navigation privée, j'ai tapé Katana Group. Vous voyez qu'il a un scoring qui est assez élevé, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de regarder ici les datas en termes de profitabilité, de santé financière, de valorisation, de momentum. Là, vous avez même des estimations, est-ce qu'elle est surévaluée, sous-évaluée par rapport à leur projection. Vous avez chez Guru Focus des personnes qui estiment ces choses-là. Et donc du coup, on voit qu'elle a des très bons chiffres, des très beaux ratios. Donc ça, je le savais déjà parce que j'avais déjà investi par le passé sur cette entreprise. Deuxième élément qui a fait sens, c'est de voir que toute la famille chez Katana Group, ils ont réinvesti en masse. Donc c'est ce qu'on dit souvent, vous savez, le management qui est skin in the game, c'est-à-dire qui investit dans son propre business. Donc là, ils sont plusieurs à avoir acheté, voilà. C'est un tweet que j'ai vu passer ce mois-ci sur l'investissement sur Katana Group. Et j'ai un troisième argument aussi qui est là plus, on va dire, côté analyse technique. Mais moi, j'aime bien l'analyse technique. Donc là, je vous partage un petit peu mon graphique que j'ai sur Katana Group, sur TradingView. Et en fait, on est en échelle hebdomadaire, pardon. Et on voit que cette zone-là de prix, on va dire entre 4,65 et 4,32 €, c'est ce qu'on appelle une zone de polarité, c'est-à-dire que ça a été pendant un moment une résistance, on n'arrivait pas à passer au-dessus, on a cassé, et puis quand on est revenu tester cette zone de prix, on a rebondi dessus une fois, 2 fois, là on rebondit une troisième fois dessus. Donc voilà, je me dis que c'est potentiellement également un argument de plus qui fait que c'est un bon moment pour investir sur Katana Group, des bons ratios financiers, la famille, le management qui a investi dedans, la zone d'un point de vue prix, la zone d'un point de vue analyse technique est intéressante. Et du coup, voilà, dans ma tête, c'est un investissement plutôt court-moyen terme, c'est-à-dire que je retourne sur Katana Group. Je pense que si elle casse à la baisse cette zone-là, c'est-à-dire que je me laisse une petite marge, mais si elle redescend trop en dessous de cette zone-là, je la revendrai par contre.
Mais pour le coup, là, c'est aussi une façon pour moi de... J'ai pas mal de cash et de liquidités en ce moment. C'est aussi une façon pour moi à court terme de, d'exposer mes liquidités et de les faire tout simplement croître. Et donc du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai investi sur ce Katana Group. Et j'espère que voilà, on va le suivre dans le temps, mais j'espère que cet investissement sera, sera intéressant. Et de toute façon, si je dois vendre, je vendrai, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on va aller regarder mon compte titre. On a fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé sur le PEA. Donc, on va retourner sur mon compte titre. Et sur mon compte titre, on va aller dans l'onglet CTO. Et on va voir la performance mensuelle. Donc, on va aller sur l'onglet historique CTO. Et on voit que ce mois-ci, j'ai légèrement sous-performé de 0,26%, ce qui représente une perte latente de 7,13 euros. Je ne suis pas étonné. Alors, sur mon compte titre, je suis full action. Et en ce moment, dans mon portefeuille, j'ai pas les actions qui surperforment le mieux. D'ailleurs, j'ai trouvé une image que je trouvais sympa. Cette image-là, je pourrais peut-être vous la grossir. Je peux vous la grossir, ouais. Ça, c'est des performances sur le premier trimestre de l'année 2024. On voit les plus grosses performances, les plus gros acteurs. On voit qu'NVIDIA, plus 82%. Microsoft, plus 12%. Apple, moins 11%. Google, Meta, Amazon. On voit que j'ai pas les plus gros dans le sens où j'ai pas NVIDIA, j'ai pas Meta. Qui sont des entreprises qui ont très bien performé, j'ai pas non plus les leads. Donc du coup, moi je suis assez exposé quand même, je vais vous le montrer, je suis quand même assez exposé à Apple. Apple qui représente 35% de mon portefeuille à l'heure actuelle. Et donc du coup, forcément, ça se ressent dans ma performance, puisque Apple, comme on vient de le voir, vient de faire moins 11% sur le trimestre. Donc du coup, c'est en raison, je pense que c'est la plus grande raison pour laquelle je sous-perf le SP500, c'est que j'ai Apple qui sous-perf et surtout j'ai pas les plus gros gagnants comme Nvidia, comme Meta. Donc du coup forcément mon portefeuille étant composé que de 5-6 actions aux États-Unis, pour le moment j'en tire pas le plus gros profit on va dire. Et si on se compare aux indices, on voit que bon, l'indice ça fait 3,10% et le World. Et là pour le coup ça fait vraiment sens de comparer mon portefeuille action, parce que mon portefeuille action, comme on voit, pardon, il est ici. J'ai du Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon, Johnson & Johnson et Visa. Donc là, pour le coup, se comparer à un SP500, c'est complètement logique et fait complètement sens. Et donc du coup, on voit que je sous-performe en ce début d'année. Après, bon, voilà, je me mets pas la pression. On voit que sur l'année, si on fait une moyenne, je suis quand même presque à 4, je suis presque à 5% pardon, de performance sur l'année. Donc voilà, mon investissement continue de croître. On voit que si je me mets ici, plutôt sur mon tableau de bord, que depuis le début de l'année, voilà, je suis quasiment à 5%, je suis en plus-value latente, j'ai des gains. Donc je continue à faire monter mon investissement sur mon compte titre. Et que je surveille, là j'aimerais bien intégrer des nouvelles valeurs. D'ailleurs sur mon compte titre, je voulais vous montrer, j'ai fait un nouvel achat. J'ai acheté une nouvelle action Apple. Donc parce que, comme je disais, Apple a pas mal chuté. Et donc du coup j'ai acheté une action Apple en plus ce mois-ci. Je l'ai acheté voilà, le 18 mars. J'ai acheté une action Apple, donc du coup j'ai renforcé ma ligne. Du coup, je suis encore plus exposé quelque part. Excusez-moi. Voilà, je suis encore plus exposé encore à Apple pour le moment parce que j'en ai acheté une. Pourquoi j'ai acheté Apple? Parce que comme on l'a vu, elle était un petit peu en sous-performance. Je trouve qu'elle est, voilà, elle est sur un niveau de prix intéressant en ce moment. Je sais qu'elle est un petit peu, voilà, un petit peu décriée parce qu'elle a abandonné certains projets comme l'Apple Car, que sur l'intelligence artificielle, elle a un peu de retard. Bon, moi j'ai toute confiance en Apple, donc je trouvais que c'était un bon moment pour investir sur Apple. Et j'ai dans le viseur, j'aimerais bien réinvestir Visa. Et j'aimerais bien intégrer dans mon portefeuille McDonald's et peut-être même Mastercard. J'aimerais bien avoir Mastercard aussi parce que Mastercard et Visa sont vraiment deux monstres qui montent plutôt bien, qui performent plutôt bien dans le temps. Et j'aime bien l'idée d'avoir les deux, comme ça si jamais il arrive un souci à l'une, bah, vous avez l'autre en portefeuille déjà. Donc ça peut être intéressant d'avoir ces deux-là. Et McDonald's aussi, j'aimerais bien l'avoir. Je trouve, ils ont un petit peu, leur stratégie a un petit peu évolué dans le temps et je trouve qu'aujourd'hui, ils sont plus sur cet objectif d'avoir le plus de magasins, on va dire, de restaurants franchisés, ce qui est beaucoup plus rentable pour McDonald's, donc c'est intéressant, je trouve. Mais comme je dis, ça va venir dans le temps. Là, j'ai pas d'ETF sur mon compte titre, donc il faut que je prenne mon temps. Et du coup, les marchés étant très hauts, comme je disais tout à l'heure, je prends un petit peu plus de temps pour investir. Ça me dérange pas de
de racheter une action que je détiens déjà en portefeuille, même si le coût est très haut, parce que forcément ça veut dire que mes achats précédents étaient bien plus bas. Donc je vais lisser mon prix à la hausse, mais ça me dérange moins. Vous voyez, sur Apple, je fais quand même toujours plus 15%, alors que j'en ai acheté une. Sur Microsoft, je pourrais en racheter une, même si elle est très haute, mais j'ai quand même 67%. Je suis positif de 67%, donc je vais perdre un peu en performance, mais je vais accumuler des bonnes entreprises de bonne qualité, et je sais que dans le temps, sur le long terme, ça sera haussier. Par contre, commencer une ligne sur Mastercard ou McDo, je les trouve assez haut en ce moment, et donc du coup, je prends un peu plus mon temps là-dessus. Et il est possible du coup que je renforce ce Visa là prochainement, sur le mois d'avril. Après, on verra s'il y a des jolis points d'entrée sur McDo et sur Mastercard aussi pendant ce mois d'avril. Mais ça, je ne peux pas le deviner à l'avance. Donc voilà pour le mois de mars en bourse de mon côté. On voit que légère sous-perf sur le compte titre, une perf positive sur le PEA. Encore une fois, on fait un bilan mensuel, mais ce qu'on vise, c'est le très long terme. Donc je suis content. La stratégie que j'ai mis en place, je continue d'être, on va dire, fidèle à cette stratégie. Et j'essaye d'être le plus régulier possible pour viser le long terme et pour que cette stratégie soit efficace et que mon investissement en bourse continue de croître. Là, on va passer sur la partie budgétaire. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, je me suis mis un objectif de dépenses personnelles budgétaires tous les mois. Je me challenge aussi sur mes dépenses budgétaires. Je suis un papa. J'ai besoin de tout mesurer pour tout optimiser et j'ai un objectif en termes de dépenses personnelles. Donc là, ce que vous voyez, je me fixe un objectif de 285 € par mois de dépenses personnelles. Mais ça ne prend pas en compte tout ce qui concerne les dépenses pour le foyer, pour la famille. Ça n'inclut pas non plus l'épargne. C'est-à-dire que toutes les dépenses que j'ai chaque mois pour mon foyer, ainsi que l'épargne que je mets chaque mois de côté, ça c'est déjà réglé, c'est automatisé. Moi, à partir du moment où je reçois mon salaire tous les mois, j'ai des virements automatiques qui partent sur un compte commun qui sert à gérer tout ce qui est pour la famille, les enfants, notre vie de couple. Et j'ai également des virements automatiques qui partent directement sur mes comptes épargne de précaution, assurance vie et investissement en bourse, comme vous avez pu le voir à travers mon CTO et mon PEA, où j'ai des virements automatiques chaque mois de 75 €. Donc là, après, dans ce qui me reste, une fois que j'ai mis tout ça de côté, il me reste une certaine somme d'argent. Et donc du coup, moi, je me suis fixé comme objectif de dépenser au maximum 285 € sur cette somme d'argent qui me reste. Et on voit que sur le mois de mars, j'ai dépensé 193 €. Donc je suis positif de 91,44 €. Et on voit voilà, que depuis le début de l'année, là, j'étais légèrement... Voilà, j'avais pas respecté l'objectif de 5 €. Mais là, au mois de février, j'ai plutôt explosé l'objectif. Là, je suis content, je suis encore dans l'objectif, c'est check. On voit que ça me fait un beau taux d'épargne, du coup. On voit que j'arrive à épargner pas mal. Et donc, du coup, ce restant, en fait, tout simplement, je pense que je vais voir, mais ça fait 3 mois où je peux cumuler ces 3 sommes-là. J'ai à l'heure actuelle, si je fais la somme, sur mon compte courant, 377 € de surplus, par exemple. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Donc cet argent-là, pour le moment, je l'ai gardé sur mon compte courant. Je pense qu'à un moment donné, soit je vais l'investir en bourse, soit je vais l'investir sur un compte d'épargne de précaution, soit je vais me faire un kiff. Mais je sais pas encore. On verra. Mais bon, pour le moment, ça reste sur le compte commun. On parle pas de sommes énormes, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux d'avoir son argent ailleurs que sur son compte commun, parce que c'est là où il travaille le moins. Et donc du coup, je vais voir un petit peu comment tout simplement je me sers de ce surplus-là. Il est possible que, encore une fois, que comme tout à l'heure, je disais que j'aimerais bien avoir une ligne McDonald's, peut-être Mastercard sur mon compte titre. Il est possible qu'à un moment donné, peut-être que je fasse un petit virement exceptionnel, on va dire, si cela m'en dit. Donc voilà, je suis content parce que, encore une fois, je coche l'objectif que je m'étais fixé ce mois-ci sur la partie budgétaire. Pour finir, on va aller voir la partie la thématique immobilière. Vous le savez, j'ai un appartement en location courte durée que j'ai mis sur le marché depuis janvier 2024, depuis le 24 janvier 2024. Donc c'est tout récent. Et donc du coup, je traque un petit peu les résultats et la performance de cet appartement que j'ai mis en location courte durée sur Airbnb et sur Booking. Et là, c'est le mois de mars. Incroyable, mais on a fait 100% de taux d'occupation. Alors ça s'explique comment? Ça s'explique tout simplement parce qu'on est sur une ville où il y a un bassin d'emploi assez important. Et donc du coup, il y a des grosses boîtes qui emploient beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de main-d'œuvre étrangère parce qu'on est vraiment sur des secteurs d'activité bien spécifiques. Et donc du coup, on a eu au mois de mars 100% de taux d'occupation.
C'était des gens qui étaient déjà arrivés au mois de février. Ils ont pris une première réservation du 15 février au 15 mars et ils ont continué, ils ont prolongé du 15 mars au 28 mars. Et après, du 28 mars au 31 mars, j'ai eu d'autres personnes encore. Donc 100% de taux d'occupation sur le mois de mars. Je pense qu'il ne faut pas s'y habituer, mais ça, je pense que c'est exceptionnel. On voit que le taux d'occupation depuis le début de l'année était quand même assez haut. Et ça nous conforte dans notre choix parce qu'on sait que la ville qu'on a choisie, il y a un bassin d'emploi qui est important, il y a même un bassin d'étudiants, on sait que c'est une ville où il y a une tension locative assez importante. Et on sait également qu'on est en bord de mer, donc qu'on va avoir au cours de l'année des réservations plutôt, on va dire, de touristes, des gens qui viennent en vacances. D'ailleurs, pour le mois d'avril, on a déjà des semaines qui sont bookées pour des vacances, pardon. Donc on va avoir un mix des deux. Mais bon, faut pas s'y habituer. Mais ce début d'année montre quand même qu'il y a une vraie demande et que les gens ont besoin de loger, en tout cas des employés. Ils font venir des employés étrangers qui ont besoin de loger. Et donc du coup, c'est plutôt intéressant pour nous. Et si on ajoute à ce mix-là les futures on va dire, réservations de vacances ou touristes, j'espère qu'on aura un beau taux d'occupation tout au long de l'année. Je pense que c'est l'une des métriques les plus importantes. Parce que si on a un taux d'occupation qui est assez important, ça veut dire que, un, il y a de la demande, ça veut dire que, deux, que notre bien par rapport au marché, il est quand même d'un point de vue tarifaire assez bien positionné. Et puis après, il va aussi y avoir l'évaluation de notre bien, de la qualité. On commence à avoir des premiers retours sur Airbnb. Sur Booking, on n'en a pas trop, mais c'est différent sur Booking parce que ce sont des boîtes, je le vois, ce sont souvent les boîtes qui réservent pour leurs employés, mais leurs employés n'ont pas accès au compte, c'est pas eux qui mettent des avis, donc du coup, c'est vraiment la boîte qui réserve, et donc la boîte ne met pas d'avis après coup parce que c'est pas elle qui a été dans le bien. En l'occurrence, c'est ses salariés. Mais voilà, c'est plutôt encourageant, ce taux d'occupation. On espère que, voilà, on fera pas 100% tout au long de l'année, évidemment, mais on espère avoir un bon taux d'occupation tout au long de l'année en mixant clientèle professionnelle et clientèle touristique. Donc du coup, on était 100% full booking, comme je l'ai dit, c'était une longue réservation qui s'est prolongée. Et par contre, j'ai rajouté ce tableau-là par rapport au bilan de mois de février. Effectivement, là, on calculait un cash flow brut, c'est-à-dire l'argent qu'on recevait des réservations par rapport à notre crédit. Mais effectivement, on a des charges fixes qui sont présentes. J'avais eu un commentaire dans ce sens-là et effectivement, la personne avait entièrement raison. Et donc, du coup, je l'ai rajouté. Je connais mon assurance habitation, je connais les frais pour Internet, je connais les frais d'électricité. Les frais de l'eau, je crois que c'est tous les semestres qu'on va recevoir une facture, donc il faudra que je le mette à jour. Et parfois, on a des charges exceptionnelles. Voilà, typiquement, on a eu 137 €. C'était un plombier qui est venu parce que les locataires disaient que les toilettes étaient bouchées. Il est venu, il a mis un coup de ventouse, c'était débouché. Donc on s'est dit, bon, on va mettre une ventouse dans l'appart, chose qu'on n'avait pas mise. Et donc du coup, on paye quand même 137 € juste pour des toilettes bouchées. Bon, bref, pas très important, mais ça fait partie aussi de l'expérience. Hein. On commence tout juste là-dedans, c'est tout nouveau, donc on mesure tout, et on va se rendre compte un petit peu des choses qui sont optimisables ou pas. Et donc du coup, là j'ai fait, en dessous de ce tableau-là, des charges, là j'ai fait un cash flow net, qu'on pourrait dire. Donc, on voit qu'au mois de janvier j'étais négatif, au mois de février aussi, mais là au mois de mars on a dégagé 1230 € de cash flow positif. Donc du coup, ce qui nous fait, là j'ai mis une ligne où je fais une cumule de la trésorerie. Voilà, c'est l'argent qui finalement s'accumule sur nos comptes et qu'on va garder uniquement, encore une fois, pour la gestion de cet appartement. On se rend bien compte que la moindre intervention de quelqu'un sur un moindre petit incident peut vite chiffrer, et donc du coup il faut avoir un peu de trésor pour anticiper ces coûts-là, et surtout il faut avoir la trésor aussi, parce que là on a un crédit, pour le moment on a un différé de crédit qui est à 535 €, mais à partir du mois de mai on passe à un crédit qui est à 1000 €. Donc on va presque doubler, donc il va falloir être bon sur le taux d'occupation pour avoir du cash flow net à la fin. C'est tout l'objectif de cet investissement. Et donc on verra dans le temps. Mais voilà, je suis très content de ce mois de mars. De toute façon, quand on fait 100%, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On aurait peut-être pu engendrer plus d'argent en mettant peut-être les prix des chambres un peu plus chers. Enfin, les prix de l'appartement, pardon, un peu plus chers. Ça, encore une fois, on est tout nouveau, on s'ajuste, et comme je le dis, on a délégué ça à une conciergerie. Et donc du coup, c'est pas trop nous qui mesurons les choses. Après, on est en contact permanent au quotidien avec eux, et on essaie également de faire des ajustements avec eux en fonction de leur expérience. Ils sont quand même beaucoup plus matures sur ce marché-là que nous. Mais ça n'empêche pas qu'on leur fait notre propre retour et qu'on essaye d'optimiser les choses tous ensemble. Donc voilà pour ce mois de mars. On a fait le bilan du mois de mars 2024 sur les 3 thématiques de la chaîne.
D'ailleurs, je voulais vous poser une question, j'avais hésité à un moment donné à découper chaque thématique et à en faire 3 vidéos, c'est-à-dire à faire une vidéo full bourse, une vidéo full budget et une vidéo full immobilier. Je sais pas si ça vous plairait d'avoir des vidéos découpées ou si vous préférez tout avoir en un. Euh, mais voilà, je voulais finir par cette page personnelle que je partage à chacune de mes vidéos. Vous avez mes réseaux, ici notamment Twitter et Discord. Je trouve que c'est super intéressant de vous partager ça. Dans quel but? Dans le but qu'on échange en face à face, j'allais dire en 1v1, quoi, qu'on soit dans une discussion privée, comme si on était sur des messages privés. J'ai pas mal de gens qui viennent me voir régulièrement chaque mois, qui viennent me voir sur Discord, et on parle vraiment de leur investissement, et des fois c'est une question toute simple à laquelle j'ai la réponse immédiatement, des fois ça me demande des recherches, des fois j'ai la réponse, et puis ensuite régulièrement on reste en contact, on discute, on parle investissement en bourse, stratégie, tout ça, c'est super intéressant. Et donc du coup je sais qu'à travers les commentaires parfois c'est pas facile quand vous me posez une question, souvent je vous réponds et il est possible que je vous demande d'être plus précis, d'apporter des précisions sur certaines choses, et je sais qu'à travers des commentaires sur YouTube on n'est pas très apte on va dire, à lâcher et à donner des informations personnelles. Et donc du coup, je trouve que passer par Discord ou Twitter, où on reste vraiment dans un message privé, c'est super intéressant. Et Discord, c'est vraiment le top du top, parce que je peux vous partager mon écran, on peut discuter en audio, on peut s'appeler. Et donc du coup, c'est vraiment plus facile à exposer les choses et à vous apporter une réponse de qualité. Donc voilà, c'était la dernière chose par laquelle je voulais terminer. Vous trouverez également sur cette page mes offres de parrainage. C'est plus pour vous. Ça vous donne des frais offerts sur Bourse Direct et sur 2Giro, qui sont mes 2 courtiers avec lesquels j'investis. Et là, vous trouverez mon fichier Google Sheet, qui est le fichier de mon suivi de portefeuille en bourse. Et donc du coup, vous pouvez également le trouver sur cette page. Et voilà, j'en ai terminé avec la vidéo bilan mensuel du mois de mars 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Papa Investi. Portez-vous bien. Vamos!